Bonjour, bienvenue dans le studio des experts. Pendant 57 minutes, nous allons passer l'actualité de la semaine en revue au menu des étudiants en souffrance, des policiers incompris, des terrasses ouvertes et une STIB condamnée. Nous respectons les règles sanitaires, dès lors nous avons deux experts pour sélectionner deux responsables politiques et les deux experts sont Pauline de Glume, journaliste à l'Écho, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Et à ses côtés Christophe Ginisti, notre expert en communication, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Le 8 mai, donc, si vous ne le savez pas, c'est aujourd'hui. Jour de réouverture pour certains lieux Horeca qui peuvent avoir une terrasse. La semaine a passé à se préparer à ce déconfinement, en tout cas pour 2 établissements sur 5 à Bruxelles, apparemment selon les chiffres. Les autres attendront le mois de juin. Les brasseurs, eux, sont au taquet. Reportage Jean-Michel Herbin et Marjorie Fellinger. Les brasseurs dans Stoumenings mélangent à nouveau malt et houblon dans ce brassin de 18 hectolitres. Et l'on devine de légers sourires sous leur masque. Très content et très ravi que l'Horeca soit réouvert, en tout cas les terrasses. Lancée en 2014, l'activité qui jusque-là était en croissance a chuté de 90% à cause du confinement. L'ouverture partielle de l'Horeca résonne comme un défi logistique pour cette PME de 8 personnes. Nous on a des fûts en inox. On a dû en fait en bazarder pas mal. Pour l'instant, c'est 200 fûts qui ont dû partir. Et logistiquement, c'est se repréparer à cette reprise. On ne sait absolument rien du tout comment ça se passait. Du coup, pour l'instant, on a préparé les fûts pour pouvoir les remplir au cas où. À la brasserie de la Seine, la mise en fût a repris il y a 6 semaines. Ici également, des milliers de litres de bière ont été détruits. Et il a fallu faire de nouveaux calculs. Une bière chez nous, ça se produit en 2 mois. Ça fait que 2 mois avant le 8 mai, on a dû deviner que les terrasses au moins rouvriraient. Depuis les vacances de Pâques, les clients passent à nouveau commande. Il était temps, les caisses sont vides et il faut pourtant acheter des matières premières. Il y a toute une machine qui se met en branle depuis quelques semaines. On a aussi organisé pas mal de tournées pour aller nettoyer les lignes de débit chez nos clients. Et donc le contact est là et voilà, on espère tous qu'il y aura une vraie réouverture d'ici quelques semaines. Habituellement, la brasserie bruxelloise produit 14 000 hectolitres par an. Nul ne sait quelle sera la production cette année. Le secteur tout entier navigue à vue au gré des décisions politiques incertaines. C'est donc la fête, Pauline. On peut aller à l'extérieur, à 50 pour des activités, même pour certains lieux de culte, à une bulle qu'on peut doubler, les terrasses, plus de couvre-feu, c'est merveilleux. Oui, en tout cas pour les clients, pour ceux qui vont aller en terrasse et qui avaient très envie de ça, oui, c'est chouette. Après, pour les restaurants, les bars, on verra, hein, puisque ça reste quand même malheureusement des demi-mesures entre ceux qui n'ont pas forcément un espace de toute façon de terrasse hyper grand ou même ceux qui vont ouvrir les terrasses. Il y aura peut-être un effet d'appel au début, mais c'est vrai que si on reste sur une météo aussi comme ça, donc... oui, il y a intérêt à ce qu'il fasse beau. Oui, du coup, plus que jamais, on dépend de la météo. Même si je pense que, tant qu'il ne pleut pas, je pense que les gens ont tellement envie d'y aller que je ne serais pas étonnée que, quitte à se mettre pull veste pour aller se mettre oui, en comme terrasse. On l'a vu à Luxembourg, par exemple, ces dernières semaines. Et vous, Christophe Ginisti, quel sentiment avez-vous devant ce déconfinement, cette réouverture partielle ? Ce qui m'amuse, c'est que ça se passe le 8 mai, qui est la date qui célèbre une victoire, la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on n'est pas en train de célébrer une victoire, celle contre le Covid, contre la Covid ? Donc je trouve ça plutôt intéressant. Peut-être que dans le futur, on se souviendra du 8 mai comme étant un jour de liesse, un jour de libération. En tout cas, j'espère... J'ai réservé pour ce soir, donc j'espère qu'il fera beau. En tout cas, il vaut mieux le 8 mai que le 11 novembre. Absolument. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. À présent, on va accueillir nos deux invités politiques. Alors, l'une de l'ouest de Bruxelles et l'autre de l'est. Une bourgmestre dans la majorité partout et un bourgmestre dans l'opposition à la région, mais qui préside la conférence des bourgmestres depuis cette semaine. Et une doctoresse et un avocat. On les accueille. Catherine Moureau, bourgmestre PS de Molenbeek, bonjour, et à ses côtés Vincent de Wolf, député bruxellois et bourgmestre et maire d'Etterbeek, bonjour. Bonjour. Tous les deux, ils sont connus pour être bavards, mais ils vont faire un effort aujourd'hui. Ils vont essayer d'être succincts pour qu'on ait un maximum d'échanges, parce qu'on a beaucoup de sujets intéressants à traiter avec vous et en votre présence. Et je voudrais commencer d'abord par cette libération du 8 mai, comme le disait Christophe Ginisti. Catherine Moureau,
c'est un soulagement ou bien c'est une inquiétude sur ce qui risque de se passer dans les semaines à venir? C'est d'abord un immense soulagement, c'est d'abord enfin, et je pense qu'avec la rigueur de Frank Vandenbroek, si on est autorisé à le faire quelque part, c'est que c'est bien parti. Donc moi, je vois ça comme quelque chose d'extrêmement positif. Et j'observe aussi les chiffres du Covid depuis les 10 derniers jours, qui sont en diminution. Alors, on est loin d'être tiré d'affaire, puisqu'on sait qu'on a eu 3 semaines de fermeture des écoles, etc., ce qui engendre toutes sortes de changements. Que cette vaccination est là, mais on ne sait pas encore trop si on peut attendre tout ce qu'on attend d'elle. Mais c'est en train de diminuer, enfin, et ça fait du bien. Donc, vous serez sur les terrasses à un moment ou l'autre dans les jours à venir. C'est certain. Ouais. Et vous, Vincent de Wolf, vous voyez ça comment? On voit ça bien. Donc, écoutez, moi, dans ma commune, vous savez bien qu'on est aux portes de l'Europe. Hein. On a le rond-point Schumann à quelques mètres, la place Jourdan, les institutions européennes. Donc, l'ORECA est fortement massacré, chez nous encore plus qu'ailleurs, parce que cet ORECA fonctionne beaucoup avec les Européens, les institutions, qui sont aujourd'hui fort absents. On ne sait pas s'ils vont revenir. Donc on a essayé, comme dans d'autres communes, de les aider, de donner des incentives, des primes, des moyens complémentaires. On a aussi rajouté maintenant la fermeture de morceaux de rue pourquoi pas seulement pour les commerçants, mais pour le public aussi. Parce qu'enfin, on ne peut plus se dire aujourd'hui, on va aller boire un verre. Demain, on peut se le dire. Après-demain, on peut se le dire. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Mais est-ce que vous serez aussi strict sur les terrasses que vous l'avez été pour les institutions culturelles, comme l'atelier 200? Mais je n'ai pas été strict, hein, donc j'ai été... Mais non, absolument pas. Je veux dire, quand on est bourgmestre, on prête un serment. Je jure d'observer la Constitution et de respecter, d'exécuter les lois du peuple belge. C'est l'essentiel de la mission du bourgmestre, outre plein d'autres choses. Si le bourgmestre, qui est le premier citoyen ou la première citoyenne de sa commune, ne respecte pas une règle qui s'applique, c'est le chaos. Donc vous serez aussi strict pour les terrasses que les centres culturels. Je n'ai simplement pas été strict. Je respecte les autorités qui me sont supérieures. Je les combats parfois. Je les conteste souvent. Mais quand une règle est applicable, je l'exécute. Et si, même là où le bourgmestre ne fait pas ça, alors on est parti pour l'anarchie. Et donc, moi, j'ai pris aucune décision sur le 210. Il y a un arrêté, très courtement, de septembre 2020 qui dit que les théâtres, les cinémas sont fermés. À partir du moment où vous avez un théâtre qui dit « je vais ouvrir toute la semaine et je vais fonctionner à l'intérieur », je ne peux pas le laisser faire. Donc, j'ai pris contact pour qu'ils le fassent à l'extérieur. J'ai même proposé ça au Corrèze. Donc, ça n'a pas pu fonctionner. Okay. Et ça, ils n'ont pas voulu le faire. Donc, s'il n'y a pas 1,50 m entre les tables, vous allez dire... il faut fermer cette table sur la terrasse. Mais bien sûr. Okay. Et vous, Catherine Moreau? Mais oui, c'est important. C'est important parce que ces règles, elles sont là pour nous protéger et en même temps nous permettre de revivre des moments agréables et de redonner des sous à tous ceux qui ont leur vie dans l'ORECA. C'est important, oui. Mais est-ce que c'est pas difficile parfois pour un bourgmestre, imaginez quelqu'un qui ne respecte pas un cafetier, les règles en termes d'image, d'aller comme ça fermer une terrasse, vous seriez vraiment prêt à assumer quelque chose en sachant que c'est... Je crois que là, c'est des... Le problème n'est pas là, vous pouvez un peu concilier les choses. Donc l'instruction à la police est de dire on ne sanctionne pas tout de suite, s'il y a une bonne volonté. Vous savez, les gens ils peuvent bouger les tables aussi. Hein, donc si les gens peuvent bouger les tables... Voilà. Donc l'idée c'est que si on accepte de le faire et on rentre dans le rang, on ne sanctionne pas. Catherine Moreau. Depuis le début du Covid, on manage ces situations. Et on n'envoie pas la police en premier. Ça n'a pas de sens. Chez nous, on n'envoie jamais la police en premier, sauf s'il y a quelque chose de vraiment très grave. Mais sinon, c'est d'abord des agents de prévention. Nous, on avait carrément créé une team Covid qui allait expliquer pourquoi c'était pas ça, qu'il fallait changer, etc. Et derrière, on a également l'équipe des gardiens de la paix qui peut aider. On a les policiers qui sont derrière. Il y a tout un travail qui doit être fait pour que les gens comprennent les règles et les appliquent. Mais tant mieux si vous avez l'air de dire que c'est facile. Moi, j'ai demandé ça parce qu'on a l'impression d'un rôle quand même difficile parfois pour les bourgmestres en temps de Covid, de se retrouver à eux faire appliquer des règles qui ne sont pas... Mais ce qui est difficile pour la police, c'est que, et ça ils vous en parleront beaucoup mieux que nous, ils ne sont pas devant le même public. Je veux dire, pour eux, ça leur fait du mal de devoir intervenir pour des largeurs de terrasse, pour un commerçant qui sort un truc qui ne peut pas sortir.
c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent d'habitude. Et donc, ce qu'ils demandent, en tout cas, c'est que l'autorité ait des consignes claires. C'est ça que j'allais dire. Des consignes Moi, je pense claires. que ça, c'est vraiment le plus important. C'est que tant au niveau du Codeco qu'au niveau du CORES, quand ça revient au CORES et à la région, les règles soient vraiment claires et soient relativement faciles. Qu'on pense au métier du policier et du contrôleur et qu'on pense aussi à la communication vis-à-vis des citoyens. Parce que c'est des deux côtés que les règles plus claires, plus lisibles, plus simples et expliquées vont avoir un impact et permettre que la situation soit pacifiée. Et aujourd'hui, ça vous semble clair? Les nouvelles règles, le plan plein air, le couvre-feu qui a disparu. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas arrêté ce couvre-feu plus tôt? Alors, est-ce que vous tout étiez simplement pour parce l'arrêt que du couvre-feu? non, pas du tout. Je pense qu'on a bien fait de le maintenir. Je pense que c'était extrêmement compliqué d'imaginer de recommencer il y a quelques semaines, avant qu'on soit avec des chiffres favorables, à autoriser toutes sortes de soirées à l'intérieur avec de l'alcool. C'est surtout ça qui était visé par le couvre-feu. C'était la circulation des gens avec les petites fêtes avec alcool qui duraient. Ça, on savait que c'était des situations très à risque de contamination. Et donc, c'est ça qu'on a évité avec le couvre-feu. Et je pense que ça nous a beaucoup aidés, en fait. Vincent De Wolf, là-dessus? Mais non, ça n'a pas toujours été clair. Il faut quand même reconnaître que nous, on a, je crois, bien travaillé au niveau local, au niveau bruxellois. On a réussi à s'entendre chaque fois entre des bourgmestres. Donc, on n'est pas toujours d'accord au départ. Moi, j'étais pour l'alignement du couvre-feu à Bruxelles sur 24 heures comme en Wallonie et en Flandre, parce que je trouve ça ridicule de changer d'heure quand on tourne autour du ring. Sur 22 heures, vous dites? 22 heures sur 24 heures. Passer à 24 heures, tout à fait, oui. C'est ça que je voulais dire. Oui. Et donc, voilà, j'ai pas été suivi là-dessus, c'est pas un drame, j'en ai pas mal dormi. Mais ce qui compte après, c'est que justement, quand on se met d'accord sur une mesure, tous on la porte. Et ça m'a fortement énervé que les experts ne l'aient pas fait. Et c'est même pas du tout déontologique ni éthique. Parce que quand vous êtes expert et que vous êtes payé par le gouvernement pour donner votre avis, ben vous le donnez. Et les avis peuvent être divergents, d'accord, à l'interne entre eux. Mais quand alors il y a une décision qui sort et que le gouvernement la suit, il ne faut pas que les experts commencent à dire « moi j'étais pas pour ça, on aurait dû faire autrement ». Parce que là, alors ça devient inaudible, la population n'a plus envie de suivre, ne comprend plus rien. Et ça, jusqu'à présent, on a réussi quand même à Bruxelles, au niveau politique, à parler par la même voix dans ce domaine. Catherine Moreau, vous qui êtes docteur, j'ai dit doctoresse même tout à l'heure, vous avez une vision des scientifiques, vous n'êtes pas toujours d'accord avec ces experts scientifiques. Vous avez déjà dit que parfois, c'était pas toujours évident. D'abord, à la conférence des bourgmestres, où on a discuté et où finalement on a décidé de maintenir le couvre-feu, moi j'ai pesé exactement dans l'autre sens. J'ai été rejointe par des gens, je crois, qui étaient indécis au départ de la réunion, en disant une seule chose, c'est que si on voulait changer les règles maintenant, on dansait à contre-temps du virus. Et aujourd'hui, par contre, je pense que ce qu'on est en train de faire va dans le bon sens. C'est-à-dire, l'infection va mieux, eh bien, on peut se permettre de faire ça, on le fait. À l'époque, je pense que ça aurait été une erreur dramatique et je suis bien contente d'avoir été suivie. Christophe Ginisti, une petite conclusion sur ce chapitre? Oui, une petite conclusion. Il faut limiter le nombre d'experts, le nombre de personnes qui prennent la parole parce que ça brouille la communication. Ça brouille la communication de manière absolument incroyable. Mais c'est pas un peu de la faute de nous, des médias, d'inviter aussi plein d'experts différents, ceux qui sont disponibles? Non, parce qu'en fait... C'est vous qui le dites, hein, ben oui, je pose la question à l'expert. Ce n'est pas une question facile, Non, c'est une question aussi de démocratie. Je pense qu'il y a... Et attendre la même chose des experts que des politiques, ce n'est pas logique non plus. On vit depuis un an dans une situation où médias et politiques sont confrontés à quelque chose qu'ils ignorent. Et donc, comme ils sont confrontés à quelque chose qu'ils ignorent dans sa durée, dans son origine, dans sa viralité, dans tout ça, eh bien, ils s'entourent d'experts. Ils se disent, nous, on ne sait pas, donc on va prendre des experts comme ça. Et les experts, pour eux, c'est un effet d'aubaine absolument incroyable, parce qu'ils ne sont pas formés à la communication, ils ne sont pas formés à la communication médiatique et à l'entretien avec les médias, et ils donnent leur avis. Et ils se foutent complètement de savoir si c'est concordant ou discordant par rapport à un politique. Ils sont contents, ils sont devant la scène, ils donnent leur avis. Et ça crée, in fine, une communication qui est incompréhensible. C'est vrai, mais en même temps, je trouve que Catherine a raison, on ne peut pas attendre la même chose des experts que le politique. Absolument. Que 19 bourgmestres à Bruxelles arrivent à, même s'ils n'étaient pas d'accord, à se dire « Ok, mais ça, j'en parle pas parce qu'on sait à quel point après c'est difficile alors de faire respecter le truc, c'est une chose. » Mais les experts n'ont peut-être même pas à faire ça. Les experts ont leur champ d'expertise et ont
n'ont pas la même habitude d'endosser la responsabilité de ce qu'ils disent dans le champ public. Et de ce que ça va avoir comme conséquence. Et de ce que ça va avoir comme conséquence. Et c'est normal. Ce n'est même pas leur rôle. Il ne faut pas les faire plus experts qu'ils ne le sont. Absolument. Voilà. Ok, mais donc moi je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Très bien, très bien. Je suis pas d'accord parce que je dis simplement, c'est une question de déontologie. On est expert dans un domaine, on se réunit, chacun donne son avis, une ligne est fixée, cette ligne fait qu'ils sont tous d'accord sur la ligne, quel qu'était leur avis avant, après ils s'y tiennent. Et je trouve que c'est désastreux. On ne parle que de ceux qui sont dans les groupes mais parfois interviennent de toute manière les experts. Ah non, je parle de ceux qui sont dans des groupes comme Risk Management Group, etc. Parce que ça, ce sont des gens qui après doivent suivre la ligne. Or, ils ne le font pas. Ceux qui ont participé à des réunions et qui ont guidé le gouvernement, eh bien après, il dit oui, moi je pensais à autre chose. Mais quand même cela le ferait, on aurait tous des experts dans les universités. On va arrêter sur les experts, on va revenir un peu sur la police et les de l'émission. Mais justement, il y en a déjà suffisamment. On a déjà fait suffisamment sur le plateau. Alors, je voudrais vous parler de notre graphiste Coucou Charles qui chaque semaine s'intéresse à l'actualité. Il s'est intéressé aux nouvelles techniques de maintien de l'ordre. Jugez vous-même. Donc, ça nous fait penser à Matrix, I know Kung Fu Show Me, et on voit effectivement ce geste un peu de karatéka vis-à-vis de la police. On a eu donc le week-end dernier la Boom 2 qui a eu lieu sans surprise au Bois de la Cambre, et ça s'est mal passé comme prévu, avec des interventions policières qui ont semblé incompréhensibles, voire disproportionnées. Reportage Philippe Jacquemot, Vanessa Lullier et Camille de Kecker. Les images interpellent. Des autopompes dans les rues, utilisées sans discernement contre des gens pourtant peu nombreux. Isabelle était venue se rendre compte par elle-même, elle était parmi eux. Il n'y a pas de sommation, il n'y a pas de dialogue, il n'y a aucun ordre qui est donné par les policiers et surtout, il n'y a aucune provocation ni aucune violence de la part du public dont je fais partie. On est pourtant loin du bois, dans les rues de Loré, du Pesage et place Marie-Josée. Les manifestants sont dispersés, mais les gaz lacrymogènes toujours actionnés. C'était disproportionné, incompréhensible et moi, je dirais même intolérable. Oui. J'ai du mal, en tant que citoyenne, à comprendre et à cautionner ce comportement. Oui. La police parle de rassemblements non autorisés et d'un public qui n'a plus peur de se rebeller. Imaginez qu'une dame intervient dans un contrôle d'identité avec son sac à main, par exemple, et utilise ce sac à main contre les policiers. Eh bien, c'est une rébellion armée. C'est un délit. Une chasse à tout prix vers ceux qui avaient respecté l'injonction de quitter le parc et ceux qui y sont restés ont l'impression d'être tombés dans un piège. J'ai assisté à des scènes dans lesquelles on a empêché des gens de quitter le périmètre et avec comme seule réponse, il ne fallait pas être là. En d'autres mots, on vous renvoie vers les gaz lacrymogènes. Parce que vous avez commis l'erreur d'être là, eh ben maintenant vous allez payer. La police de Bruxelles n'a pas souhaité commenter ces images, juste un petit SMS à notre demande d'interview. En ce qui concerne les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, nous sommes en train de regarder cela en interne pour voir le contexte dans lequel ça s'est passé. Plusieurs personnes présentes au Bois de la Cambre et en dehors ont d'ores et déjà déposé plainte. Le lendemain, la police nous signalait que des enquêtes étaient ouvertes dans certains cas, mais que selon elle, il n'y avait pas de cas où ils avaient été trop loin. Donc, affaire à suivre. Je vais demander tout de suite à nos deux bourgmestres un peu ce qu'ils pensent de cela. Catherine Moreau, on commence par vous. D'abord, je comprends que les images puissent être violentes parce qu'on n'a pas l'habitude de ça en Belgique. Et en fait, c'est bien qu'on n'ait pas l'habitude de ça en Belgique. Maintenant, je comprends aussi qu'il y avait beaucoup moins de gens que la première fois cette fois-ci, tant mieux. Il y avait quand même, de ce que je comprends, entre 1000 et 2000 personnes qui étaient pas simplement, je vais dire, des personnes qui avaient envie de faire la fête, mais aussi beaucoup de gens qui avaient envie de revendiquer de manière très très forte. Alors moi, je suis passée pas loin des images que vous avez filmées là, du côté de la place Square Marie-Josée, et j'étais étonnée par une chose toute simple, c'est qu'en fait, je voyais 3 personnes sur 4 dans la rue qui n'avaient pas de masque. Et donc, manifestement, il se passait quelque chose, parce que c'est pas banal, en fait. Aujourd'hui, quand vous vous promenez dans Bruxelles, c'est pas banal. Et donc, pour dire qu'il y avait effectivement une empreinte de cette mobilisation, qui était une mobilisation à caractère, pour moi... Vous voulez dire que c'était des militants qui étaient sur place? C'était des personnes qui étaient extrêmement revendicatrices. Alors, je ne dis pas pour autant qu'on peut leur faire tout ce qu'on veut quand on est policier, je ne dirai jamais ça, mais c'est pas
tout à fait non plus que des gens qui venaient pour cueillir les fleurs. Et là, c'est vrai que je suis bien malhabile de qualifier l'action des policiers qui ont peut-être eu des gestes très violents à leur égard, qui ont peut-être vu des gens qui allaient chercher d'autres personnes, etc., etc. C'est très compliqué en fait de se positionner par rapport à tout ça. Donc je serai assez modeste. Le métier de policier est très compliqué. Aujourd'hui, la tension, elle monte chez tout le monde. Tout le monde est fatigué, tout le monde est nerveux, tout le monde est stressé. Chacun revendique son droit à lui. Et donc, c'est une situation très tendue. Je vois d'un très bon œil qu'on puisse enfin reboire un verre en terrasse. Ça va faire descendre la pression. Mais ça va faire descendre la pression, évidemment. En buvant des pressions. Mais ça va faire descendre la pression et c'est important aujourd'hui, on en a besoin. Vincent De Wolf, est-ce que le bourgmestre de Bruxelles a bien géré ce qui s'est passé? Parce que votre président de parti a dit qu'il aurait dû fermer le parc. Alors, j'ai un peu d'expérience en la matière, parce que ça fera cette année-ci 30 ans que je serai bourgmestre à Etterbeek. Et Etterbeek est quand même une commune qui est en proie des manifestations tout le temps, avec ou sans la ville de Bruxelles, parce qu'on a différentes cibles, on a les communautés européennes, etc. C'est une matière qui est difficile à gérer. Je veux dire par là que, je vous donne un exemple. Je suis président de la discipline de la police sur toute la zone depuis toujours, par choix de mes collègues, etc. Donc je pratique ces affaires-là, après des enquêtes internes, après des sanctions judiciaires. J'ai vu un cas où un policier pourtant exemplaire, un policier mais vraiment exemplaire, il entre dans une cellule et il commence à tabasser un gars qui est couché sur une banquette. Alors pourquoi? Comment ça arrive en un coup? Donc c'est évidemment tout à fait inacceptable, il a été sanctionné, il faut être clair. Mais je ne comprends pas le geste déclencheur pour quelqu'un qui a une carrière déjà aboutie, qui a toujours été dans les règles. Donc, je crois qu'il faut se rendre compte aussi que les policiers ont une vie différente de la nôtre. Les policiers, ils voient des personnes qui sont pendues, des personnes qui ont été accidentées de manière catastrophique parce qu'ils se sont jetés devant un métro, etc. Ils ont des collègues qui sont tués. Alors, je veux dire par là qu'ils ont un vécu qui est lourd, qui n'est pas toujours pris assez en charge sur le plan psychologique. Mais vous bottez en touche sur ma question. Non, pas du tout. Donc, ça alors répondez-y. Il parle alors, par rapport à la... Non, mais je sais que je vais le couper parce qu'il va être trop long. Première question, parce qu'elle était importante. Et donc, je veux dire par là que, moi, à la fois, les violences policières, je les poursuis, et à la fois, il faut tenir compte aussi du contexte, est-ce qu'il y a eu provocation ou non. Et je termine et je réponds. Je me rappelle d'un policier qui est appelé dans les rues parce qu'un gars est en train de disquer une voiture en pleine chaleur en été, et le policier arrive parce que tout le voisinage est en émoi, et le gars se retourne et met la disqueuse qui tourne en dessous du cou du policier. Il tape avec sa matraque sur la tête du gars, évidemment. Est-ce qu'il aurait dû fermer le parc? Oui. Moi, je pense que c'est toujours compliqué de juger a posteriori sans avoir été là. Cela étant posé, je pense qu'il eût fallu essayer de limiter, en tout cas, la fréquentation du parc. Je crois que fermer le parc de manière totale est sans doute difficile. Limiter les accès évidents qui allaient être utilisés en permettant, en disant c'est interdit, vous ne pouvez pas rentrer. Je comprends que Catherine s'énerve un peu, mais non, non, je veux dire par là que je crois qu'il eût été possible il aurait pu faire mieux. limiter. C'est ça que vous voulez dire. Et alors, je voulais dire aussi, je ne crois absolument pas ce qu'on a dit dans le reportage, qu'il y a eu intervention de la police, parce que j'ai beaucoup de respect pour M. Claus et on s'entend très bien. Les manifs en général, on les gère à deux sur les deux communes. Mais je veux dire, je ne crois pas du tout dans ce cadre-là qu'il n'y ait pas eu de sommation. Ça, c'est pas possible. Alors il y a eu des sommations et des gens qui sont restés l'ont fait au prix des sommations. Pas pour ça qu'on peut taper dessus. Le témoin ne parlait pas du parc. Il parlait de... La dame témoin parlait de la rue. Mais donc, Catherine Moreau, par rapport à ça. Moi, je voulais juste dire que tout ce que Vincent a appelé de ses voeux, c'est ce que Philippe Claus a fait. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai bien entendu dans la réponse de Vincent que son président de parti, une fois de plus, avait dit n'importe quoi. Je n'ai pas dit ça. Écoute, voilà, je pense que fermer le bois, en fait, c'est impossible. Tout le monde l'a expliqué. Oui. Et c'est vrai que la stratégie de bout de feu de Georges Louis, c'est assez particulier. Catherine Moreau, une petite question de ma part, puis Pauline.
comment est-ce qu'on peut améliorer la communication entre quelqu'un qui manifeste ou qui passe par là et la police? Parce que, bon, il y a les sommations, mais il y a les drones qui envoient des messages. Est-ce que c'est la bonne manière? D'abord, je pense que vu l'ampleur de la mobilisation d'une part et du déploiement policier d'autre part, il n'est évidemment pas du tout impossible qu'il y ait des personnes qui étaient à cet endroit, qui n'avaient aucune intention de participer à la manifestation et qui ont été traités comme des manifestants. C'est tout à fait possible et ça c'est regrettable évidemment. Mais ce sont des choses qui arrivent. Il fallait pas être là, c'est ça que vous dites. Non, je ne dis pas ça. Je dis juste que ça peut expliquer une partie de ce qui s'est passé et que si ça explique une partie de ce qui s'est passé, on n'a pas lieu de tirer des conclusions définitives sur ce qui s'est passé à cause de ce fait mineur et en marge. C'est peut-être trop pointilliste d'après vous. Alors, oui, moi j'ai des questions par rapport à ce qu'on entendait dans le reportage. Donc d'abord on a, je pense, un policier qui dit on est face à un public qui n'a plus peur de se rebeller et à l'inverse de ça un public qui dit on est tombé dans un piège. Moi ce que je vois c'est qu'on avait quand même un événement où les pouvoirs publics ont répété, c'est interdit, n'y allez pas. Et je pense que sur place, pour y avoir été samedi, il n'y a pas tout de suite eu des interventions et qu'il y a eu des sommations sur la plaine principale. Après, je ne dis pas ce qui a pu se passer. Ici, la problématique est plus dans les rues. Et donc, la question que j'ai, c'est est-ce que vous observez dans vos zones de police, est-ce que vous avez des retours sur une population qui, de nos jours, en fait, estime, parce qu'on est un peu plus peut-être dans le moi, mes droits, en effet, que on n'est plus vraiment obligé d'obéir à un policier. Je sais pas, est-ce que c'est ringardisé? Est-ce que vraiment, il n'y a pas cette tendance-là? Et qui, du coup, avec des gens en fait, qui restent dans le bois, même s'ils se disent piégés, moi je pense quand même qu'on savait qu'on ne devait pas être là, qui restent jusqu'au bout, qui s'exposent à ce risque qu'il y a malheureusement, même s'il faut le déplorer et le dénoncer, de déchaînement de violence qu'il y a dès qu'il y a un rassemblement de ce type. Et qui disent après, ah ben regardez, j'ai été victime de violences policières. Mais du coup, est-ce qu'on ne se retrouve pas bloqué? Et alors, on n'intervient plus jamais. Comment Une réponse brève, s'il vous plaît. Catherine Moreau. Je suis très intéressée par la question, mais j'ai tendance à dire que non. Je ne pense pas que ce soit une nouvelle norme. En tout cas, dans ma commune, ce n'est pas quelque chose qui est une nouvelle norme, pas du tout. Et par contre, ce qui est très important, je pense... Je ne comprends pas. Ça veut dire qu'il y a toujours le respect ou il y a toujours l'irrespect? Il n'y a pas moins d'irrespect. Non, pas que ça n'a pas changé plus maintenant et que ce n'est pas une question... C'est la première fois que je me la pose, donc je la trouve intéressante, mais je n'ai pas la perception que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous ne l'avez pas constaté. Voilà. Et vous, Vincent De Waal? Moi, je suis en décalage totalement, puisque Catherine vient de dire. Mais on n'a pas les mêmes publics. Parce que moi, je me pose cette question depuis longtemps. À mon époque, quand j'étais à l'Athénée et quand des policiers passaient, on avait un peu peur, on était respectueux. Aujourd'hui, et ça depuis longtemps, lorsque la police rentre dans un café où les gens se battent, eh bien après on se bat tout de suite tous contre la police. Mais ce qui est nouveau, ça je maintiens, ça je suis sûr, c'est parce que les gens qui sont là pour manifester, c'est des gens d'un certain niveau intellectuel. C'est des gens qui vous parlez du bois de la Cambre. Je parle du bois de la Cambre, c'est ça la question. Et donc, je pense que les gens qui étaient au bois de la Cambre estiment avoir une légitimité supérieure à la police. Oui. Ils estiment que, d'ailleurs, il y a des jugements qui ont suspendu ou supprimé la légitimité de certains textes, et donc, ils ont le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel, la police s'égare sous des autorités politiques qui sont ringards, et nous, on a plus de droits que vous, et on ne va pas plier. Ça, je suis persuadé que c'est nouveau. Mais je trouve ça intéressant, je me tu n'es pas en ordre-là. désaccord avec ce que je disais, c'est juste que tu ne vis pas avec la même population. Oui. Je n'ai pas de nouveauté. Si, tout à fait. Je n'ai pas de la nouveauté que tu décris. Je l'ai vue la semaine passée en étant de ce côté-là, mais je ne la vois pas dans ma commune. Je vous propose tous les deux une galerie de portraits, ça s'appelle Tête d'affiche, et c'est l'actu de la semaine. À vous de choisir celui ou celle qui vous a inspiré, en bien ou en mal. On commence par vous, Catherine Moreau. Je vous propose tout d'abord Audrey Hanard, qui est la nouvelle présidente de Bipost, une trentenaire. Antoine de Bormann, le nouveau directeur de Perspective Brussels, dont je ne connais pas l'âge exact. Laurent Héricor, le patron d'Avrox, arrêté dans le sud de la France. Ou Albert Verleisen, un joueur de l'Union 60, décédé cette semaine. Alors choisissez-vous Audrey, Antoine, Laurent ou Albert? Je vais choisir la jeune femme qui a été nommée à la tête de la Poste. Désignée par le PS d'ailleurs. Écoutez, c'est pas pour ça que je l'ai choisi. Non, pas du tout. Mais parce que je pense que on est dans un moment où on a besoin que des nouvelles générations prennent les choses en main. Et quand quelqu'un qui est plus jeune
réussit mieux que des plus âgés un entretien d'embauche, eh bien c'est intéressant de prendre un risque peut-être, mais en tout cas de le mettre le pied à l'étrier. Ça nous est arrivé 2 fois récemment à la commune et nous nous en félicitons. Donc ce sont des vraies questions d'aujourd'hui. Et sur la féminisation évidemment du personnel de niveau élevé, c'est aussi un plaisir de voir des femmes prendre des responsabilités. Une bonne nouvelle, donc. Alors, vous, Vincent de Wolf, je vous en propose 4 autres, en fait 5, parce qu'on commence par les Gates, Melinda et Bill, qui divorcent. Julien, juste après les Gates, nous avons Julien Renchens, ce conseiller communal et maire qui a participé activement à la Bunde. Ricky Fox, l'animateur historique des radios libres, décédé cette semaine. Ou encore Georges Grune, qui abandonne sa carrière de présentateur TV. Qui choisissez-vous? Melinda, Bill, Julien, Ricky ou Georges? Alors, je vous dirais que j'ai envie de choisir le gars avec sa hache pour pouvoir en parler. Mais mon choix serait mal interprété et mal compris, donc je ne vais pas faire ça. Vas-y, ça a l'air Et bien. vous pouvez choisir en bien ou en mal. Vous avez le choix. On peut choisir en bien ou en mal. Alors, je vais vous dire qu'en très mal, je vais choisir le gars avec sa hache. Et nous ne pouvons choisir qu'un. Et en très bien, je vais terminer mon choix par Georges Grune, tout simplement parce que c'est mon coup de cœur. Parce que je suis amoureux d'Anderlecht depuis que je suis gamin, que Georges Grune, pour moi, il symbolise ce club, qu'il est dans une chaîne concurrente à la vôtre, mais qu'il a toujours été, pour moi, une référence. Il était, oui. Voilà. Donc, engagez-le. Il est mais pour non, moi il veut une aller référence. pêcher dans le sud de la France. Il a une référence. Oui, mais il peut revenir en TGV, ça va vite. Et donc, oui, c'est un chouette. Voilà, en résumé, c'est un chouette. Je l'aime bien. 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravi, laquelle vous a énervé, pourquoi? Alors, WBE qui supprime les examens de fin d'année en secondaire, l'attaque contre le réseau Belnet cette semaine, l'adieu à la notion de bon père de famille dans les textes légaux, accord sur l'augmentation des salaires au sein du gouvernement, pas pour les gens au sein du gouvernement, mais pour les salariés, bien sûr, et Joe Biden qui veut lever les brevets des vaccins et qui a une certaine influence sur les pays européens, d'ailleurs, à ce propos. Alors, Catherine Moreau, on commence par vous. Qu'est-ce que vous choisissez sur ces Je choisis Biden, parce que donc, après avoir fait un peu l'éloge des jeunes, je vais faire un peu l'éloge des plus âgés. Je crois qu'il nous donne quand même il nous donne quand même la leçon, là, avec tout ce qu'il fait très très vite. Et ceci, c'est un geste très significatif. Donc, il a montré qu'il a pu vacciner la population américaine à toute vitesse. Il faut se souvenir qu'en fait, les systèmes de santé là-bas sont pas si performants que ça, surtout au regard d'un critère important qui est l'équité, qui est cher aux Européens. Il a quand même réussi et maintenant, il vient avec cette innovation-là. Il va, je crois, nous donner un coup dans les fesses pour avancer plus vite. Ça fait du bien. Moi, je suis vraiment contente de voir Biden être l'anti-Trump, aussi bien avant que maintenant dans les actes. Quoi. Sans doute plus que ce qu'on le croyait. Excellent. Effectivement. Alors, et vous, Vincent de Wolf, que choisissez-vous dans ces infos? Mais moi, je ne suis pas content. Parce que je pense que ça aurait été sympa d'avoir une alternance et que je puisse choisir aussi une fois en premier, d'abord honneur aux dames. Et je dis ça pourquoi? Parce que oui, mais pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai appris ce choix de Biden, j'étais hyper heureux. Parce que j'ai une fille qui est au Mexique et qu'elle vit là au Mexique et qu'elle me dit c'est pas normal, dans les pays du Sud on n'a pas les vaccins, on n'a pas les mêmes pouvoirs économiques et donc regarde la démocratie ça n'existe pas au niveau universel et on devrait avoir accès aux vaccins. J'avais envie de le dire. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. C'est très bien. Tu m'as rejoint. Alors, mercredi, on a appris la condamnation de la STIB par un... S'il vous plaît. La condamnation de la STIB par un tribunal bruxellois, une affaire symbolique, car il s'agit du premier jugement qui reconnaît une double discrimination dans le chef de la STIB, une discrimination de genre et une discrimination de conviction religieuse. La STIB et la ministre du TEL étant muets, voici la réaction de l'avocate de la plaignante. Il s'agit de maître Hajar Lafiri. Cela restera un précédent, à l'instar du précédent Actiris qui est souvent cité en comparaison depuis hier. Donc, indépendamment, on va dire, de la suite, qui sera réservée à cette procédure judiciaire, c'est un beau précédent. Cette ordonnance n'invente pas le droit, il s'agit simplement d'une application de la législation anti-discrimination qui existe depuis bien des années. Donc je ne sais pas si les employeurs seront plus attentifs, mais en tout cas, il convient de rappeler qu'il y a un cadre légal qui existe déjà.
Alors, vous vouliez commencer, Vincent de Wolf, vous allez commencer en répondant. D'abord, est-ce que d'après vous, la STIB doit faire appel? Oui. Et deuxièmement, pourquoi UNIA est partie intervenante de toutes ces affaires, que ce soit Actiris ou la STIB ici, au fédéral? Vous êtes au fédéral, avec le PS d'ailleurs. Est-ce que vous trouvez que ça fait partie de ce que UNIA doit faire? Écoutez, ça, je pense que c'est un choix de philosophie et de philosophie politique d'UNIA, qui estime que dans le cadre de leur mission, ils doivent prendre parti dans ce genre de dossier. Je ne me permets pas de critiquer cela. Ils sont indépendants, c'est ça que vous je crois que ce n'est pas illégitime qu'ils le fassent. Maintenant, la suite et les prises de position, ça, chacun peut voir. Voilà la réponse aux deux questions. Et vous, sur ces deux questions, d'abord, Catherine Moreau, on parlera du fond de l'affaire après. Je pense qu'il y a... sur l'appel de la STIB, d'abord. Donc moi, j'ai pas la capacité d'analyser le jugement de manière fine aujourd'hui, c'est trop tôt. Mais certainement, c'est un jugement qui est assez lourd, assez complexe. Il y a beaucoup. Donc je peux supposer que ça veut dire que cette dame a extrêmement bien travaillé. Elle a amené beaucoup avec la Ligue des droits humains. Voilà, il y a eu beaucoup qui est... Et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup dans ce jugement. Et donc sur l'appel, je pense que la STIB doit voir. Peut-être qu'elle pourrait avoir une attitude d'appel sur certains éléments, pas sur d'autres. Je ne peux pas me prononcer comme ça aujourd'hui. Je vous posais la question parce que Actiris n'a pas fait appel dans son cas. Et ils ont même changé leur règlement d'ordre intérieur suite à cela. Est-ce qu'ici, la STIB doit changer son règlement d'ordre intérieur ou d'abord faire appel? C'est là où je vous dis que pour moi, ce qu'il y a dans le jugement doit être analysé de manière fine. Parce que vous le dites très bien, il y a la notion de double discrimination pour la conviction, pour le genre. Pour le peu qu'on en a vu dans les médias, il y a une densité dans ce qui a été prononcé par la justice qui est importante. Et donc, il y a peut-être des choses sur lesquelles la STIB a envie effectivement de faire un travail, de rester et de dire « ok, il n'y a pas de problème », et d'autres pas. Donc, je perçois que ce jugement est, comme Madame l'a dit, une pièce importante. Vraiment, c'est une pièce importante. Mais qu'il va falloir prendre un peu de temps pour l'analyser, ça me semble vraiment de la sagesse. Après, derrière, effectivement, ça remet le doigt sur quelque chose qui fait très mal à Bruxelles. C'est la manière dont on arrive à l'emploi. Aujourd'hui, à Bruxelles, on arrive toujours à l'emploi principalement par parrainage, et certaines personnes sont exclues de l'emploi pour ce qu'elles sont. Et ça, c'est d'une grande douleur. Actiris a pris une décision très courageuse et a créé dans la foulée un service qui s'occupe justement de mettre en lumière les discriminations à l'emploi, qui aide à pouvoir mettre en exécution l'ordonnance Madran notamment. Ce sont des gestes significatifs qui vont dans le bon sens, et ceci va amener de nouveau de l'eau au moulin de ceux qui disent qu'on doit aller beaucoup plus loin dans la lutte contre les discriminations, dont mon parti fait partie, évidemment. Mais est-ce que ça doit toucher des parastatos et demain peut-être des administrations publiques, Vincent de Wolf? Donc, moi j'ai dit qu'il doit aller en appel. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, fondamentalement, je n'ai pas qualité pour le dire aujourd'hui. Moi, je ne m'exprime jamais sur un jugement, parce que c'est mon métier par ailleurs, sans l'avoir lu. Je n'ai pas lu le jugement. Je n'ai eu que des extraits de la presse. Mais les extraits qu'on a lus sont quand même, je vais dire, très pointus. Est-ce qu'ils sont bien repris? Est-ce qu'ils sont sortis du contexte ou non? Je n'en sais rien. Ce sont des problèmes qui sont complexes. Moi, j'ai été bercé dans le livre examen. Je suis avant tout tolérant. Je suis agnostique de conviction. Et j'estime qu'il faut défendre très fortement notre démocratie, notre constitution, qui prône la liberté syndicale, politique, religieuse, etc. C'est avant tout une question de personne dans son fort intérieur. Comme chef de groupe pendant 2 législatures à Bruxelles, j'ai porté avec mon parti des textes qui, je m'excuse de le dire, s'ils avaient été votés, auraient fait que ce jugement n'aurait pas existé. Et ces textes étaient, je crois, parce que je les ai signés, sinon je ne l'aurais pas fait, pondérés et bien rédigés. C'est des textes qui rappelaient que dans notre société, on a 2 pôles. Le pôle individuel de la personne qui a le droit d'avoir des convictions religieuses et en aucun cas qui peut être brimé pour ses convictions religieuses. Et de l'autre côté, la neutralité dans l'espace public. Et moi, je crois fondamentalement à ces deux valeurs, et je suis prêt à me battre pour ces 2 valeurs. Et je termine, pour être clair, les textes qu'on a déposés, ce sont donc des textes qui n'ont pas été votés dans aucun des parlements, puisqu'on était dans l'opposition. Et ces textes demandaient que soit respectée la neutralité,
C'est-à-dire qu'on prend l'exemple d'une administration publique. Si vous avez quelqu'un qui est en précarité, quelqu'un qui a besoin d'une aide, ou besoin de médicaments, ou besoin d'argent, ou besoin d'une autorisation, il va se présenter à un guichet. C'est quelqu'un qui est d'une conviction religieuse très profonde. C'est son droit. Et il est reçu par quelqu'un qui est derrière le guichet et qui affiche ostensiblement une conviction religieuse qu'il perçoit comme opposée. On n'a pas le droit de faire ça dans une administration publique. Parce qu'on va mettre cet usager en difficulté. Et donc, qu'on l'arbore par un petit bijou, son appartenance, etc., ou ses convictions, pas de problème. Y compris syndicalement, y compris politiquement. J'ai bien compris on doit être neutre dans la fonction publique. C'est une valeur cardinale de notre État. Pour vous, il doit y avoir un texte de loi, en tout cas, qui organise ça. Pour vous, est-ce que, Catherine Moreau, est-ce qu'il faut laisser à la justice gérer au cas par cas, comme elle le fait aujourd'hui, ou bien est-ce qu'il faut une ordonnance? Alors, je vais juste dire, pour commencer, que je ne comprends pas ce qu'on attend en termes de neutralité d'un agent qui conduirait un bus ou un tram. Donc là, j'ai un peu de difficulté. Il n'arrête pas son bus pour prier Attendez, ici, il s'agit d'un job d'administration. S'il vous plaît, c'est un job d'administration. Le jugement, il concerne l'accès dans la STIB. Et donc, avoir une politique telle qu'elle existe aujourd'hui là-bas, effectivement, dans le marché de l'emploi que j'ai décrit tout à l'heure, c'est la facilité pour le parrainage, c'est une facilité et Mais ça, vous l'avez dit. Mais j'ai bien compris que vous voulez adapter ce genre de choses-là. Je vais avancer. Mais si vous pouvez répondre à ma question. Le parrainage, c'est une facilité aujourd'hui pour les hommes contre les femmes. Je pense qu'il y a ça derrière ce jugement aussi. Et donc, une cooptation. Voilà. Et ça, excusez-moi, mais c'est vraiment une plaie suppurée, une plaie qu'on a laissée dans notre région s'installer et pourrir, et qui aujourd'hui crée du conflit de manière intense. Mais est-ce que c'est à la justice et donc, de régler ça au cas par cas? Est-ce que c'est à la justice de gérer ça au cas par cas? Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas, et on peut le regretter, les dernières années... On n'a pas eu le courage de légiférer dans cette affaire. Je voudrais entendre Catherine Moreau. On n'a pas, les dernières années, pu aller assez loin, me semble-t-il, pour pouvoir fermer correctement ces plaies. Et elles sont un tissu sur lequel, aujourd'hui, effectivement, la justice est amenée à se prononcer parce que les victimes vont en justice, plutôt que de trouver un réconfort et un emploi face à la discrimination. Donc ça, c'est effectivement la situation dans laquelle on est. C'est la situation dans laquelle on est. Mais donc ça veut dire qu'au niveau politique, on ne peut pas avancer. D'ailleurs, au niveau à Molenbeek, il y avait une commission qui devait se charger de cela. Elle est au point mort, cette commission. Alors, moi, ce que j'ai répondu au conseil communal lorsqu'on m'a interrogé là-dessus, c'est très simple. C'est un sujet d'une telle importance et d'une telle virulence, comme je viens de l'expliquer, une plaie suppurée, que je ne souhaite pas traiter ce sujet en vidéoconférence. Et sincèrement, si vous voulez m'y obliger, s'il y a une majorité de mon conseil qui le décide, on le fera. Mais je pense que ce n'est pas la bonne manière de le faire. Non, mais justement, toutes ces tensions, elles naissent à chaque fois qu'il y a un jugement et ils se succèdent et ils ont des débouchés assez divers selon les cas parce qu'il y a une ambiguïté au départ, il n'y a pas un cadre législatif clair. Et donc là où Vincent De Wolf a quand même raison, c'est que oui, il y a une lâcheté du politique et donc la justice se retrouve face à des cas qui touchent parfois des écoles, parfois des lieux de travail. Et ça ne va pas. On n'a pas eu moyen de trouver un consensus aujourd'hui à Bruxelles, c'est vrai. C'est un sujet difficile, c'est certain. Vincent De Wolf, il n'y a pas de consensus là-dessus. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui. Vous n'avez pas convaincu les autres partis de signer avec vous. Tout à fait. Écoutez, dans l'opposition, vous savez, moi j'ai tout vécu, mais chaque fois qu'on avait une idée qui était positive et qu'il y avait un vote négatif, après elle était reprise par la majorité. Là, elle n'a pas été reprise. Ça n'a pas été repris. Et je dis avec force que nous, on a eu le courage de le faire. Et évidemment, ça a des conséquences politiques. Et ça a des conséquences électorales. Et je mets les pieds dans le plat s'il n'y a pas eu de consensus là-dessus. Parce que les partis qui n'ont pas voulu prendre parti, c'était de peur de perdre des voix d'un côté ou de l'autre. Nous, c'est pas ça qui nous a guidés. On a une conviction là-dedans, on a fait tout un travail là-dessus.
Avec Daniel Backlaine, j'étais membre du groupe. On a passé un temps énorme à tous les niveaux de pouvoir et on a osé dire et écrire. Puisqu'on l'a vu aux élections avec certains tracts qui mettaient ça en avant. Et on ne l'a pas pris, nous, comme un enjeu électoral. On l'a pris du côté de la liberté. Ouais. Et quand je disais, ce sont des choses difficiles. Je reprends cet exemple où j'avais été interrogé. Terminez rapidement. J'avais été interrogé sur une chaîne télévisuelle sur le fait d'un agent de la STIP qui avait interrompu son service, avait fait sortir le public pour prier. Que cet homme ait le droit de prier, je me battrais pour ça dans la rue. Mais il ne peut pas prier pendant son service et interrompre son service public. C'est deux choses différentes. Ça, voilà. Là, vous êtes tous les deux d'accord là-dessus. Et donc, moi, j'ai répondu quoi ça, en fait. J'ai répondu, écoutez... Tu fais peur aux gens, on parle pas de ça. Attends, je peux parler. Enfin, moi, j'ai répondu, si j'avais été concerné, j'aurais pas sanctionné cette personne disciplinairement, mais je l'aurais reçu en prenant le temps. Et en disant, écoutez, ça ne va pas, en expliquant pourquoi. Et si alors il y a réitération, alors il y a des sanctions. Ouais. Catherine Moreau, moi j'ai lu une interview de Raja Mawan, qui est de Molenbeek, mais c'est surtout la coprésidente d'Ecolo, qui disait que finalement, la justice avait triomphé et qu'Ecolo était du côté de la justice. Et où est le PS dans cette histoire? Alors, écoutez, moi j'ai aussi lu cette interview, que très sincèrement, je l'ai trouvée assez risible. Et je vais peut-être faire du mal à Vincent, mais je vais un peu renvoyer les mini-Trump dos à dos, parce que pour moi, c'est le même type de communication que Georges-Louis Boucher. Peut-être on a un expert en communication. C'est le même type de communication, donc on dit tout et son contraire. On est dans une forme de cours de récréation où on est décomplexé et on dit ce qui passe par la tête, de manière très forte. Elle coupe Bruxelles en deux, comme ça. Moi, ce sont des choses qui me choquent. Et puis 2 minutes après, elle dit « Ah, mais on est tous bruxellois ». Elle n'est pas là pour se défendre, donc c'est difficile. Je comprends. Par contre, moi, je voudrais juste dire que, en tant que représentant de ma formation politique, le Parti socialiste, je demande un peu de respect pour le travail qui a été effectué depuis 1981 sur le thème de la lutte contre les discriminations. Et donc, on a amené des ministres de toutes les couleurs, effectivement, c'est vrai. On a des parlementaires de toutes sortes et on a toujours défendu à la fois la diversité et la lutte contre les discriminations. On est à la pointe de ça depuis le début. Alors moi, j'attends toujours le moindre acquis du parti que représente Madame Mawan, qui me semble parfois être un peu le cache-sexe d'hommes ou de femmes, d'ailleurs, d'autres sortes que ce qu'elle prétend défendre. Donc là, il y a des choses qui ne sont pas très sympathiques. Et je vous avoue que cette interview m'a stupéfaite. Christophe Génisty, pour conclure sur ce chapitre de discrimination. La nature a horreur du vide, et la justice aussi. Et en fait, là, vous êtes dans une situation de communication, tous, les uns comme les autres, une situation où vous êtes forcé de réagir. Parce que vous n'avez pas agi, donc vous êtes forcé de réagir. Et vous réagissez à une décision de justice avec toute la précaution que vous voulez mettre dessus en disant bon, moi c'est mon métier et puis je ne commande pas une décision, etc. Mais on a déposé un texte qui n'a pas été voté. Oui. Non mais certes, mais vous parlez de consensus, vous parlez de machin, etc. Non, la volonté politique, elle doit passer au-delà. Si la politique consiste à toujours chercher le consensus, elle ne va pas avancer. Non, mais elle doit chercher une majorité. Elle doit chercher une majorité. Pour voter un texte, il faut une majorité. La majorité, ce n'est pas le consensus. Non. Mais je pense que c'est un peu différent. Vous avez tout à fait raison. Et je crois que... fallait suivre. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Vous ne faisiez pas partie de la majorité là, régionale. on est dans un cas... Voilà. Et du coup, on n'a rien à dire. On est dans un cas typique de communication émotionnelle. C'est-à-dire qu'on est dans un cas typique où il y a une décision de justice qui suscite, et c'est heureux, des commentaires et des émotions, et donc tout le monde y va de son émotion, et tout le monde y va dans tous les sens, y compris celle de l'interview, vous, etc. Mais quand on regarde ça, on se dit oui, mais voilà, qu'est-ce qui va se passer? Et moi, en tant qu'observateur, j'aurais plutôt tendance à dire que ce serait heureux qu'il y ait un appel formé par qui que ce soit, pour que cet appel permette de remettre le sujet sur la table et peut-être de créer le débat. C'est le but de mon groupe de travail. Et je veux le mener à bien sereinement. Je ne veux pas le mener à bien en vidéoconférence. Des réactions émotionnelles, il a raison, parce que là, vous dites que Raja Mawan est du côté de la justice pour cette décision-là.
Mais finalement, quand la Cour constitutionnelle avait répondu à une question préjudicielle qui disait que l'école Francisco Ferrer avait le droit de faire un règlement d'ordre intérieur qui disait qu'on ne portait pas de signe convictionnel, là, elle n'a pas eu cette réaction qui était de dire « Ah, on est du côté de la justice ». Donc ça montre bien qu'en effet, c'est des réactions au cas par cas, au lieu d'avoir ce vaste débat hyper complexe qui doit être mené sereinement. Et dites-vous toujours que c'est le degré zéro de la politique que de réagir émotionnellement. On est bien d'accord. Et si on fait des commissions citoyennes sur la 5G ou sur les sans-abri, pourquoi ne pas en faire une ici concernant les problèmes de discrimination Il y a des assises. Je respecte tout à fait l'avis de l'expert dans une émission qui s'appelle Les Experts. Mais quand moi je dis que je ne réagis pas sur un jugement sans l'avoir lu, je ne suis pas émotionnel. Quand je dis qu'on a déposé des textes à tous les niveaux de pouvoir... Oui, mais il n'y a pas eu de décision au bout du compte, Vincent de Wolf. Monsieur il n'y a pas eu de décision à notre corps défendant. Nous, on l'a voté. Mais il n'y a pas eu de majorité pour le voter. Vous n'étiez pas visé quand on dit que de manière générale en Belgique, il n'y a pas de cadre pas spécialement clair. C'est pas une démarche. C'est au contraire une démarche rationnelle que d'oser déposer un texte sur ce sujet et de le soutenir jusqu'au bout. Voilà. Mais on n'a pas eu de majorité autour. Mais voilà, ça n'a rien d'émotionnel. Vincent de Wolf, pour d'autres sujets, on peut avoir quelqu'un du PTB qui va nous dire la même chose, qui va dire on a déposé des textes et personne sur la levée des brevets, ils ont déposé des textes. Si vous voulez, je peux vous parler de mon texte on va parler d'autre chose. Non, c'est fini, on parle d'autre chose. La Fédération Wallonie-Bruxelles prend-elle suffisamment à cœur et prend-elle compte de la détresse et de la précarité des jeunes, et notamment des étudiants du supérieur, alors qu'une nouvelle mouture du décret paysage était présentée par la ministre Galtini? Les étudiants, furieux de la FEF, pas facile à dire, ça, furieux de la FEF, sont venus occuper 2 jours le siège du gouvernement à Surlet-Choquier. Alors, de quel côté étiez-vous, Catherine Moreau, du côté du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou du côté des étudiants qui se plaignent du manque d'égards? Écoutez, l'OPS, nous sommes attachés à la démocratisation des études, nous restons attachés à cela, c'est difficile aujourd'hui. Il y a moins, globalement, quelque part, d'argent public. Mais ça doit rester un objectif très, très, très important. Et donc, ça demande notamment qu'on travaille à la promotion de la réussite, qu'on travaille à l'accessibilité aux études supérieures. Et donc, dans ce cadre-là, on a eu des discussions très intéressantes dans ce gouvernement où... Effectivement, on a fait des remarques au texte et amélioré quelque part à notre façon ce texte. Et ce texte est en première lecture aujourd'hui. Il y a certainement encore des choses qu'on pourrait discuter. Il ne révise pas l'ensemble du décret paysage. Il ne l'attaque pas sur tout, mais c'est vrai qu'il y a des choses... il y avait des corrections à apporter. Oui, et on l'a fait pour pouvoir travailler sur l'idée qu'on reste finançable le plus longtemps possible, qu'on n'ait pas l'irruption de cette idée qu'au fond, quand on entre à l'université ou dans la haute école, c'est pour avoir des résultats tout de suite immédiats. Parce que ça, ce n'est pas notre vision des choses. Nous prétendons Il faut laisser un peu de temps. Nous prétendons que, vu l'hétérogénéité des cursus dans notre enseignement secondaire, il est particulièrement important qu'en première année et en deuxième année, donc dans le premier bloc, on puisse laisser la chance à l'étudiant de s'adapter et de disposer, et là on a investi près de 10 millions, de disposer d'aide à la réussite supplémentaire. Vincent de Wolf, la ministre dans ce cas-là est libérale, donc elle est maire. Vous avez un peu le même discours tous les deux, alors j'imagine là-dessus. Vous soutenez le gouvernement de la Fédération. D'abord vous dire... Si moi je me suis lancé en politique, c'est pour deux motifs. C'est lutter pour qu'on ne soit pas mieux ou moins bien soigné en fonction des revenus qu'on a, et qu'on n'ait pas une éducation meilleure ou moins bonne à l'école en fonction des revenus qu'on a. Et ça, c'est lié à mes origines personnelles. Point. Donc, par rapport à lutter pour lutter contre la précarité des élèves, je serai toujours de côté de ce combat-là. Et je pense que Valérie Glatigny, parce qu'il ne faut pas réduire non plus à Valérie Glatigny la précarité de l'enseignement supérieur. La précarité des étudiants, c'est une matière transversale qui concerne un nombre incroyable de ministres en Belgique. Point. Ça, c'est un élément. Mais qu'est-ce qui a été fait par rapport à ça? Elle a augmenté les bourses d'études. Elle a augmenté les critères d'accès. On a mis 15 millions sur la table pour... On n'en fait jamais assez, bien entendu. Je voudrais quand même dire que le décret paysage était en grande partie un échec en ce qui concerne le fait que les étudiants... Et moi, je donne cours à Solvay en droit.
Je peux vous dire que donner cours en Zoom, c'est une horreur totale. Quand vous avez... Ça, c'est pas à cause du décret paysage. Mais, si, parce que ça précarise aussi les élèves. Il faut qu'ils aient un ordinateur. Oui. Alors, au CPS, ça a été remis de donner 400 € à tous ceux qui le demandaient pour acheter un ordi. Mais tout ça s'ajoute. Il faut avoir l'accès à cette bon, il faut en faire numérique. plus, c'est ça que vous dites? Mais, on a fait suffisamment. Mais on fait jamais suffisamment. Mais ce qui a été fait sera poursuivi. Les engagements ont été pris par la ministre. Il ne faut pas résumer à Valérie Latini la précarité des étudiants. Mais la crise Covid a aggravé cette situation en matière de logement, en matière d'informatique, en matière de soins. Mais tout ça, sera d'accord avec vous là-dessus. Je vous propose de passer à nos coups de cœur à présent. Pauline, vous vouliez... J'étais prévenue qu'il y avait un coup de cœur. Comme chaque semaine, Pauline. Bon, Pauline, qu'est-ce que vous feriez ce week-end, Pauline? Vous allez aller sur une terrasse. Enfin. Voilà, c'est ça. Mais c'était ça la bonne réponse. Et Christophe Genisti, lui, il va nous parler d'un livre. Oui, je vais vous parler d'un livre. C'est un livre qui a été écrit par la directrice de la plateforme de pétition change.org pour la France et qui s'appelle Changer le monde. Ce livre, c'est un manuel d'activisme qui est en fait absolument incroyable. C'est super intéressant. Ça explique étape par étape comment instruire une cause, comment la faire grandir, comment rassembler autour de soi. C'est vraiment un manuel qui est super pratique, qui est super bien rédigé. Est-ce qu'on explique comment manifester au bas de la Cambre? On pourrait presque... Absolument. Il y a absolument toutes les configurations. Oui. Et voilà. Et puis, puisque Pauline n'a pas... J'ai un coup de cœur pour elle, j'ai appris ça, je crois, hier, c'est la programmation du Festival botanique qui a été confirmée. Les nuits du botanique. Oui. Ouais. Tout à fait. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et ce sera en septembre. Et alors moi, je voudrais vous montrer une petite vidéo qui répond à la question, c'est comment après le Covid? En voici un aperçu avec l'animateur Arthur qui s'est rendu pour un mariage il y a quelques jours en Israël. Et voici ce qu'il en rapporte. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai serré des mains. Et j'ai embrassé des gens. Oui, j'ai embrassé des gens. J'ai pris mon meilleur pote dans mes bras. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai même dansé. Vous savez que je danse mal. Eh ben, j'ai dansé. J'ai fait la fête. Comment vous expliquer? Vous vous souvenez du film Back to the Future? En fait, on avait oublié. On oublie que c'est bon le contact humain. On oublie que sous les masques il y a des sourires. On oublie que sous les masques il y a des visages. Ça fait pratiquement plus d'un an et demi maintenant qu'on est dans ces vies complètement dingues à cause de cette saloperie de virus et on oublie les choses simples. Et même si, comment on appelle ce mot, notre résilience, même si notre résilience face à l'adversité a fait que, Dieu merci, on va voir le bout du tunnel, ça c'est certain, on y arrive, hein. J'ai vécu depuis 24 heures ce que va être le bout du tunnel. C'est juste génial. C'est juste génial. Voilà, c'est juste génial. Donc, dans quelques semaines, on espère vivre la même chose. Quant à Bruxelles, presque tout le monde sera vacciné. D'ailleurs, à la fin de sa petite vidéo, il dit « Vaccinez-vous ». Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour les experts.